Pour le mois de Ramadan, découvrez Chaya. Chaya est un thé de première qualité disponible partout au Mali dans les différents points de vente ainsi qu'en grand stock dans le dépôt Chaya. Chaya vous apporte chaleur et douceur lorsque vous savourez le meilleur des thés. Chaya, la bonne qualité au bon goût. Envie de construire au Mali, mais je suis de la diaspora. Comment faire en toute confiance? Vous désirez acheter une maison ou une parcelle en toute confiance? Vous souhaitez donner votre maison en location en toute confiance? Vous souhaitez louer une maison en toute confiance? Alors, bienvenue à Abba Immobilier, agence spécialisée dans la gestion des biens immobiliers. Abba Immobilier vous offre tout genre de services en termes immobiliers tels que administration des biens immobiliers, location, achat, vente, construction et BTP. Pour plus d'informations, appelez au 79 48 55 54 ou 77 85 41 41. Nous sommes à Bamako, au Golfe, non loin du restaurant Papito, sur l'axe des sapeurs-pompiers. Abba Immobilier, l'immobilier avec confiance et compétence. Nouvelle session de café, mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Oui, un café spécial, comme vous le constatez déjà, un café dédié au jarre. Avec un grand plaisir, chers amis internautes d'ici et d'ailleurs, je reçois sur ce plateau pour vous, peut-être une deuxième fois, parce qu'elle a passé juste, ça c'était il y a quelques années, mais j'ai eu la chance de la prendre cette fois-ci ici à Bamako. Oui, elle c'est Nabou Fall, la grande Nabou. Nabou, bonsoir, merci d'être venu au café. Bonsoir, Laï. CEO de Viséo, beaucoup d'activités. Bon, tout à l'heure, on va revenir là-dessus. Mon deuxième invité sur ce plateau, elle s'appelle Sadia Touré, elle est écrivaine également. Bonsoir, merci d'être venu au café. Bonsoir, Laï. Alors, ça fait plaisir de vous voir tous deux et sur le plateau, surtout avec la grande Nabou. Qu'est-ce que ça vous fait déjà de partager le même plateau avec elle? Ça montre que déjà Nabou, c'est un modèle pour moi. Il y a 2 ou 3 ans, je l'ai découvert. Et aujourd'hui, partager un plateau avec elle, c'est vraiment un plaisir. Et surtout, c'est un modèle aussi de sororité parce que vous l'avez appelée et elle a pensé à moi. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Je suis très ravie d'être ce soir avec elle. Vous l'avez croisée où? Parce qu'elle voyage beaucoup, hein? Elle bouge beaucoup. Non, c'était à Bamako. C'était à Bamako ici. Ok. Nabou Fall, tu as un parcours exceptionnel. MTN, beaucoup d'autres. Si on veut en parler, on finira. Mais ça sera un film, hein, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais on va essayer de parler un peu du parcours de Nabou parce que tu es dans le regard de ces jeunes dames-là. Tu es un modèle de réussite pour ces jeunes dames-là. Tu fais beaucoup de voyages et tu es très souvent ici à Bamako. Alors, Nabou, en quelques phrases, c'est qui? Alors, je suis une femme engagée, passionnée, une mère qui aime ses enfants et une Africaine fière qui espère transformer positivement le narratif de la femme africaine. Voilà ce que je suis, tout simplement. Une panafricaine dont la valise n'a jamais été fermée, hein, de pays en pays, de formation, de modératrice. C'est beaucoup, Nabou. Comment tu arrives à gérer tout ceci? Pourquoi est-ce qu'on ne dit jamais à nos mamans qui se réveillent à 5 h du matin et qui se couchent à 22 h que c'est beaucoup? C'est beaucoup, c'est pas beaucoup, c'est ce que nous devons faire, que nous faisons tout simplement. Et pour vous, il faut travailler, c'est le travail. Très important, le travail, c'est une source d'épanouissement, c'est une source de gratification personnelle et en plus, c'est une façon de gagner de l'argent et de se faire plaisir et de pouvoir s'offrir ce qu'on veut, de pouvoir assurer l'éducation de ses enfants, de pouvoir aider sa famille et de pouvoir avoir la tête haute en toutes circonstances. Tu évolues dans le domaine de la communication et d'autres activités? Oui, je suis dans la communication et dans la communication transformationnelle, dans le coaching,
dans l'écriture aussi, dans la littérature. Oui, on va en parler tout à l'heure. Voilà, et je suis aussi dans l'accompagnement d'entrepreneurs, je suis dans l'investissement aussi. Donc je suis dans plusieurs secteurs. Femme entrepreneur. Absolument. D'accord. Vous défendez vraiment ce statut de femme entrepreneur africain. Et voilà pourquoi chaque fois vous êtes dans des forums où vous êtes modératrice, vous ne défendez que ceci. Alors expliquez-nous, qu'est-ce qui vous motive exactement? Si moi-même je ne me défends pas, qui va me défendre? Je suis une femme africaine entrepreneur. Si je ne peux pas prendre la parole pour celles qui n'ont pas la même visibilité, qui n'ont peut-être pas la même opportunité que moi de parler, donc je parle au nom de toutes les autres. Et je me défends, en me défendant, je défends celles qui, ou défendent, c'est beaucoup dire, mais je parle pour qu'on se souvienne de nous, qu'on sache qu'on est là. Et que la femme africaine, ce n'est pas une femme misérable, ce n'est pas qu'une femme malheureuse, stigmatisée, c'est aussi une femme qui a la tête haute et qui a de la dignité, qui a de la force, qui est résiliente et qui est courageuse. Nabou, dans presque tous les forums en Afrique, un peu partout, c'est quoi la force? La force, c'est l'authenticité, c'est être soi. La force, c'est, je pense, beaucoup de générosité. La force, c'est le partage. La force, c'est être aussi vulnérable, montrer qui l'on est réellement dans sa vulnérabilité. On n'est pas parfait, on est humain, je suis humaine. Et puis, dire les choses telles qu'elles sont, dire ce qui est, sans essayer d'enjoliver les choses ou essayer d'être qui je ne suis pas. D'accord. Alors, Nabou en personne, c'est qu'on voit. Maintenant, on va rentrer dans le cadre des activités de ton entreprise. Je fais des relations publiques pour des clients, j'ai des gros clients corporate, mais je fais aussi de la communication transformationnelle pour l'humain, pour des personnes qui veulent développer leur marque personnelle, qui veulent avoir une certaine prise de parole en public, améliorer leur prise de parole en public, des personnes qui veulent améliorer leur confiance en eux, des personnes qui veulent ce que j'appelle briller, et d'ailleurs j'ai accompagné plusieurs personnes ici sur Bamako et ailleurs en Afrique. Donc je pars du principe que je ne peux pas briller seul, je dois tirer d'autres personnes et aider d'autres personnes à aussi, parce que plus on sera d'Africains debout, dehors, en train de modérer, d'être à droite, d'être dans des conférences, d'être sur des plateaux télé, et ça va transformer l'image de l'Afrique. Et c'est une mission que je me suis donnée. Il faut sortir dans l'ombre. Pas seul, il faut sortir dans l'ombre et tirer les autres pour qu'on sorte tous ensemble. C'est surtout ça. C'est pas, comme on dit, on ne veut jamais être seul. Il faut qu'on soit plusieurs. Quand on dit j'étais la première, je suis la seule, ce n'est pas pour moi quelque chose de magnifique. Ce qui est magnifique, c'est j'étais là et j'ai accompagné d'autres personnes pour qu'ensemble, on brille ensemble et qu'on soit plus nombreux devant. D'accord. Je sais que tu travailles avec pas mal d'établissements, voilà, de formations et autres choses encore. Au-delà de ces forums dont tu es souvent modératrice et pas mal de choses, l'approche, comme l'a dit tout à l'heure Sadia Touré, ça se passe comment avec toutes ces jeunes dames? Écoute, je suis cofondatrice d'un incubateur en Côte d'Ivoire qui s'appelle Impact Hub et j'ai 3 associés femmes, un homme. Et nous encadrons des jeunes entrepreneurs, des entrepreneurs. Et nous ne sommes pas qu'investisseurs, mais nous sommes aussi partie prenante. Et nous-mêmes, nous donnons des formations à nos incubés, comme on dit. Et au-delà de ça, je me suis donné pour mission, chaque année, de donner des cours dans des universités. C'est une façon pour moi de rendre ce que j'ai reçu, ce que j'appelle du give back. Donc, je collabore avec BEM à Dakar et à Abidjan, avec EDU à Niamey, avec l'ISPRIC ici qui est mon partenaire. Et chaque année, je donne un certain nombre d'heures de cours dans ces universités de façon à pouvoir partager. Parce que ce qui est important, ce n'est pas ce qu'on a, mais c'est surtout ce qu'on donne. Tout à fait. Sadia Touré, vous avez vu un peu le parcours de cette dame, si on veut en parler, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sera peut-être au moins 10 épisodes du café. Difficile de parler. J'ai une lourde pression maintenant. N'est-ce pas, hein? D'accord. Vous avez entendu un peu tout ce qu'elle a expliqué. Vous, qu'est-ce qui vous inspire? Moi, j'aime bien le mindset parce que les gens ont l'habitude de se valoriser du fait que j'ai été la seule à faire ça, j'ai été la première à faire ça. Ouais. Sauf que ce n'est pas honorant comme elle l'a dit. Et c'est une nouvelle approche, surtout en Afrique et tout. Et je pense que c'est bien, surtout de montrer que la femme africaine, ce n'est pas que la misère ou ce n'est pas que celle qui se contente de rester à la maison. Mais c'est aussi celle qui prend son destin en main et surtout qui fait en sorte que d'autres personnes, de tirer d'autres personnes aussi. Et le narratif surtout, c'est quoi? C'est que non seulement
elle essaie de montrer que l'Afrique c'est autre chose, mais surtout, une valeur primordiale de l'Afrique qui est vraiment le partage. Mais elle essaie vraiment, cette notion de communauté, de partage, elle essaie vraiment de transformer ça afin que voilà, la femme africaine ou l'Afrique en question, que voilà, le narratif change en fait. Donc moi, ça m'inspire beaucoup et on ne finit jamais d'apprendre quand on l'écoute. Ah bon, hein? Oui. Vous souhaiterez... Je pense que toi-même, tu étais, on va dire, bouche bée quand elle parlait et tout. J'ai l'impression que tu te perdais même dans les questions. Je n'ai pas répondu. D'accord. Naboud, au-delà des formations et tout, tu entreprends. On l'a broché tout à l'heure. Tu écris aussi. Tu as des livres. C'est quoi tes œuvres? Alors j'ai plusieurs œuvres, mais j'en ai une que j'ai publiée. Les autres, je ne les ai pas encore publiées. Et bien sûr, j'ai coécrit des livres. L'année dernière, j'ai écrit énormément de préfaces de romans, de livres, même de livres scientifiques. Et mon œuvre phare, c'est Évasion virtuelle. Évasion virtuelle. Voilà, évasion virtuelle. Pourquoi évasion virtuelle? Parce que c'est moderne dans la mesure où c'est les retrouvailles de deux personnes à travers les réseaux sociaux, à travers le virtuel. Et vous savez qu'aujourd'hui, nous avons cette vie. La preuve en est que cette émission sera retransmise sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Sur un réseau social particulier. Ouais. Donc aujourd'hui, nous avons d'autres façons de communiquer, d'avoir nos rapports aux autres, nos relations avec les autres se passent à travers le virtuel. Et ce sont des vraies relations qui se construisent. Tout à fait. D'ailleurs, quand souvent on rencontre des gens virtuellement, il y a une énergie qui se dégage. Je parle d'énergie. Et la même énergie, si la personne est authentique, c'est cette même énergie qu'on retrouve. Mais il y a des gens qui ne sont pas authentiques toujours. Donc c'est vraiment une rencontre des retrouvailles de deux personnes qui sont connues et qui se retrouvent à travers le virtuel, qui se retrouvent pour de vrai et qui vivent une histoire. Et surtout l'histoire d'une femme qui prend son destin en main, comme on le dit, et qui va s'affirmer et être elle. Le livre est déjà publié, c'est ça? Depuis 2 ans, 3 2 ans. ans. 2 ans. Sur le prochain, qui est déjà écrit, mais qui doit être publié. Donc voilà. On en trouve où? À Bamako, on en trouvait. Je ne sais pas s'il y en a encore. C'était à la librairie Ba du Grand Hôtel. Il doit y en avoir quelques-uns à l'hôtel de l'Amitié qui restent, pas beaucoup, mais voilà. D'accord. Alors, le prochain, c'est pour quand? Le prochain est prêt, donc je ne vais pas donner de date, mais ce sera bientôt. Intitulé? Le journal d'une vie facile. J'aimerais savoir un peu. C'est l'histoire d'une jeune dame qui se rend compte que la vie facile, la vie où on lui donne de l'argent, où elle est avec des hommes riches, c'est pas ça la vie, et qu'elle a besoin de se réaliser, et elle se réalise à travers elle-même. Elle réalise qu'elle peut exister, pas en dehors de demander de l'argent, sortir avec un homme qui a beaucoup d'argent, c'est pas ça vraiment qui la rend heureuse. Et quand elle commence à découvrir une passion, à s'intéresser à un métier, et elle réussit à se construire à travers ça. Voilà. C'est ça. Et la sortie, tu dis que tu ne donneras pas de... Bientôt. Bientôt, c'est quand? Bientôt. Hein? D'accord. Fini, donc on verra. On verra. D'accord. Maintenant, c'est l'éditeur. Le livre est écrit depuis très longtemps. Ah, d'accord. Il est là dans l'ordinateur. Il attend de la motivation. En fait. Je crois que ça dit assez de quoi À partir du café, on va motiver. Voilà. Oui. Sadia Touré, vous êtes aussi écrivaine. Vous avez déjà un livre publié, n'est-ce pas? Le titre, c'est quoi déjà? Être une femme ambitieuse au Mali. Pardon? Être une femme ambitieuse au Mali. Être une femme ambitieuse au Mali. Pourquoi être une femme ambitieuse au Mali? D'abord, le titre, c'est un essai autobiographique. Et donc, dans les livres, j'essaie bien sûr de peindre la société malienne, mais surtout de maquiller de façon à sorte que, par exemple, comment la société s'y attelle pour essayer de camoufler ou essayer de mettre des barrières devant une femme qui, comme elle l'a dit, qui ne veut pas de cette vie facile-là, qui ne veut pas se contenter d'une vie maritale. Donc, déjà, je commence par vraiment depuis le berceau de l'héroïne en question, et surtout comment l'éducation de ses parents l'ont aidé à s'affirmer. Donc, comment, par exemple, en Afrique, on ne met pas l'accent sur le rôle du papa dans l'éducation. Alors que moi, j'ai reçu une éducation où mon père était très présent. Donc, j'ai essayé de faire ressortir cela dans le livre pour dire que le premier regard, en fait, que la fille
la fille s'affirme d'abord à travers le regard de son père. Donc ici, il y a déjà cet accompagnement-là. Montrer que être une fille ne gâche en rien le fait que tu puisses accomplir beaucoup de choses dans la vie. Donc ça déjà, c'est un parcours de vie. Et surtout, j'essaie de retracer l'excision, toutes les complexités autour de cette pratique pour montrer que ce n'est pas forcément un choix que les parents directs font, mais ça peut être un choix externe des parents lointains et souvent sans le consentement. Déjà en Afrique, on n'a pas cette notion de consentement parce que c'est l'enfant de la communauté. Donc je parle de cela et après de la déscolarisation des filles qui souvent peut résulter de la pauvreté. J'ai un peu migré dans le domaine rural et ma mère est originaire d'un village qui s'appelle Monipebougou. Donc je suis partie là-bas très souvent, j'ai un peu vu comment ça se passe, comment les jeunes filles sont brillantes et comment elles sont vraiment... Ça vous a inspiré? Ça m'a inspiré à écrire et surtout à me poser la question, est-ce que la femme autonome, c'est seulement les femmes comme moi sur les talons, dans les grandes villes? Est-ce que ce n'est pas aussi celle qui est dans son village, qui tient juste une petite parcelle des champs, mais qui fait vivre sa famille? D'accord. Donc il y a ce questionnement-là aussi qui est là. C'est quoi la femme autonome dans le contexte africain? Okay. Et un peu pour parler des violences conjugales. Et, voilà. Alors donc c'est un livre alors, qui résume un peu tout, hein? D'accord. Nabou, comment est-ce que... Vous avez lu le livre? Pas encore. Pas encore. Vous avez pas... vous avez rien? Ça fait longtemps que... D'accord. C'est une longue histoire. D'accord, ok. Je l'ai. D'accord. Donc, je souhaitais que cette histoire, voilà. Enfin, aujourd'hui, qu'elle te donne un livre. Ben, voilà, déjà, dans ces explications, tu comprends quelque chose bizarre, ça fait partie de ta lutte d'ailleurs. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu ressens? Je vois un réveil et surtout la libération de la parole. Oui. Parce qu'avant, les femmes n'en parlaient pas. Oui. On a grandi dans ce qu'on appelle la sutura. Toujours, on nous a dit non, il ne faut pas dire ça. Moi, je rappelle, ma mère va dire il y a des choses qui ne se disent pas. Et on a toutes grandi comme ça. La femme n'a pas droit à la parole. Pas qu'elle n'a pas le droit, mais il y a des choses, il y a des sujets qu'elle ne doit pas aborder sur son propre corps. Il y a des choses dont on ne doit pas parler. On ne parle pas de la nuit de noces, si c'était dur ou pas. On ne parle pas de son excision. On ne parle pas de tout ce qui est physique lié à son corps. Ce sont des choses qui sont tabous. Et aujourd'hui, le fait qu'on ait des jeunes femmes qui osent écrire, pour moi, c'est une libération de la parole qui est magnifique. Parce que l'écriture, d'abord, elle est curative, elle a une vraie... Et surtout, elle est formatrice et informative. Donc c'est important. Et finalement, les hommes ne nous connaissent pas. Les hommes africains ne nous connaissent pas. Non, ils n'essayent pas de nous connaître. Et ça leur permet aussi de découvrir la vérité de ce que les femmes vivent. Tout à fait, tout à fait. En lisant ces livres... Une femme jolie, c'est bien, mais c'est pas que ça, une femme. Oui, oui. Tu vois une femme... Il y a toute une magie derrière. Il y a toute une histoire, il y a un narratif, il y a un vécu, il y a quelque chose qui l'a amenée là où elle est aujourd'hui. Donc c'est extrêmement important pour moi que cette parole se libère au fur et à mesure dans les différents pays. La jeunesse doit prendre la parole. Nos parents n'ont pas osé écrire. Ma génération ose un peu écrire, mais cette génération doit écrire parce qu'aujourd'hui, nos références ne doivent plus être des référents occidentaux. On doit avoir des référents qui nous ressemblent, des histoires qui sont liées à notre vécu. C'est encourageant, c'est encourageant, c'est encourageant. Alors, le livre a été publié en quelle année? En 2018. 2018, hein? Ok. Comment c'était? Ça a été bien accueilli au marché? Les gens ont cherché? Oui, alors déjà je suis communicante de formation, donc vous aurez compris qu'il y a eu vraiment une grande de bouquins autour et tout. Oui. Et on a eu la chance d'être vraiment accompagné par les autorités à l'époque et aussi par des particuliers et surtout par la famille, parce que parler, en fait c'était vraiment toutes les personnes qui ont lu le livre m'ont fait le retour comme quoi souvent quand on lit on a l'impression que je suis en train de crier en fait. Donc pour dire qu'il y a vraiment des... On sait que c'est... Il y a de quoi acheter ce livre. Malheureusement pour moi. Je n'en ai pas. C'est quelque chose qui est sorti directement du cœur. C'est une plume mature et en même temps immature. Oui. Donc c'était pas facile parce que les parents, il fallait les préparer psychologiquement avant qu'ils ne soient au lancement. Oui. Sauf qu'il y a eu vraiment un soutien derrière et ça c'est important. Vous avez préparé tout ça?
Oui. Et donc, ça s'est bien passé. Déjà, le jour du lancement, j'étais en rupture de stock. C'est votre première expérience? Tout à fait. D'accord. J'écris d'habitude, par exemple, j'ai beaucoup d'articles publiés sur des blogs et 2 livres coécrits. Donc, mon deuxième de moi-même vient bientôt, comme l'a dit Nabou. Certes, on a fini d'écrire. Le bientôt, c'est quand? On dit bientôt toujours, vous dites... Non, ça dépend aussi de l'éditeur. Ouais. Et souvent, le choix de l'éditeur, il y a beaucoup de... Donc après, ça arrive. Le livre arrive bientôt. Ça arrive. Donc c'est disponible au Grand Hôtel aussi, à la librairie Paris. D'accord, c'est bien. C'est quoi les projets, les jours à venir? Alors, les projets, je suis sur des projets... Tu as des passages à Bamako et tu es là presque tous les... Oui, parce que j'ai des clients ici, je travaille avec des sociétés ici dans le cadre de mon agence de relations publiques. Donc j'ai des clients que j'accompagne sur le Mali. Et voilà, donc je continue mon bonhomme de projets, mes petits projets. J'ai des clients dans d'autres pays. Je vais, normalement, j'ai des clients en Guinée, je vais à Conakry, je pense, bientôt. Je vais au Tchad, Inch'Allah, après. Donc je reprends petit à petit. Le tour de l'Afrique, hein? Bon, c'est le travail. Hein. L'année dernière, je suis même allée à Kampala. J'étais impressionnée par moi parce que je me disais, waouh, je me suis retrouvée à une conférence à parler avec l'un des plus grands speakers africains qui s'appelle Pielo Lumumba. Donc j'aime bien être dans des environnements où je sors de ma zone de confort, où je dois me challenger et être avec des gens qui ne me connaissent pas. Et c'est ce qui m'intéresse le plus en fait. C'est bien les fans, c'est sympa. Mais j'aime aller là où on ne me connaît pas et comme on dit, me prouver que je suis réellement qui je suis. Et voilà, le retour, en général, j'étais au Maroc. Je suis venu d'ici, je viens de Casa, je suis parti former des clients marocains. D'accord. J'ai envie de te poser une question que Sadia voulait te poser, je vais me faire le porte-parole. Une dame, quand même avec des enfants, mais ça se passe comme en foyer, activité professionnelle, beaucoup de voyages. J'ai horreur de cette question, je trouve que c'est une question qu'on ne pose pas aux hommes, donc je refuse de répondre. Pourquoi est-ce qu'on va me poser des questions? Les hommes, on ne leur pose pas la question. C'est pas une question que j'aime poser Moi non plus, c'est pas une question que je pense qu'on pose aux femmes, parce que je trouve que c'est une question qui stigmatise tout de suite la femme. Ouais. Moi, mes enfants sont grands, ils se gèrent, et au contraire, ils sont toujours en train de m'encourager, de me soutenir. Pourtant, c'est 2 garçons, mais c'est eux qui te disent, vas-y, tu as telle opportunité, vas-y, parce que... avoir des parents épanouis, c'est important. Avoir une mère épanouie ou un père épanoui, c'est important des enfants. Et machallah, je pense que mes enfants sont bien dans leur peau. Et voilà la réponse. D'ailleurs, même, je pense qu'aujourd'hui, un de mes fils avait une interview avec TV5 Monde, ce qui nous dit depuis ce matin. Quand on dit la famille, c'est d'encourager la personne à ce qu'elle est en train de faire. J'espère que quand tu auras un homme sur le plateau, tu vas lui demander comment ça se passe. Ça dépend. Ça dépend. Je le ferai. Sadia, c'est quoi le projet? Alors, comme je t'avais dit, j'ai créé une association il n'y a pas longtemps. Donc, on a... Association de quoi? Mali Mousso. En fait, pour moi, l'arme, c'est vraiment l'éducation et surtout l'autonomisation financière et l'autonomisation intellectuelle. Donc, nous, on s'est donné pour mandat de former. Et surtout de former, pas comme d'habitude, par exemple, nous avons des cibles assez spécifiques. Nous avons fait une formation à Tombouctou, 25 jeunes filles. Et la formation, c'était vraiment de créer un manifeste, en fait, pour donner la parole à 25 filles de la région de Tombouctou. Et surtout, on a fait ce choix, comme Nabou l'a dit, des gens qui ne nous connaissent pas, qu'on ne connaît pas. J'ai fait les déplacements, je suis allée comme ça, j'ai dit, telle ville, on va à Diré. On est allé comme ça et on a choisi comme ça, à l'aveuglette. Donc des filles qui n'étaient pas scolarisées, certaines qui étaient scolarisées, et on les a mis ensemble. Et moi, je pense que c'est comme ça qu'on crée l'inclusion. Quand on les a mis ensemble, on a fait une formation où j'ai eu l'impression que ces filles-là étaient plus féministes que moi. Pourtant, souvent, elles ne sont jamais sorties de Tombouctou, de leur petite ville. Et c'était vraiment pour les offrir un espace parce que dans leur famille, quand on a parlé en profondeur, on les a parlé. En fait, c'était vraiment pour les libérer, pour qu'elles enlèvent leur environnement, comment ça se passe et tout. Donc, leur environnement, ce n'est pas évident. Et au sortir de là-bas, j'ai pleuré parce que je me disais que j'étais chanceuse. Et donc, à la fin, c'était de les donner de l'espace pour profiter de leur vie de fille, on va dire. Parce qu'il y a une enfance qui a été volée quelque part, soit un parent qui a été tué pour une rébellion,
des faits familiaux. Donc c'est vraiment de mettre l'accent sur l'art, l'écriture, la photographie et la peinture. Donc on a eu ces filles-là qui sont sorties et maintenant c'est un réseau derrière, on est en train de les suivre. Comment on a fait? On fait les suivis à travers leurs parents. Maintenant à chaque fois que ces filles ont quelque chose, c'est les parents qui nous appellent directement. Ok, donc ça j'aime bien. c'est super. Et toutes celles qu'on a accompagnées là-bas, elles ont eu leur DEP cette année. Très bien. Donc, et après, donc maintenant on est en train de vraiment voir comment on peut reprendre la même formation, mais peut-être dans la zone de Mopti, parce que en fait, l'objectif de départ de ce projet spécifique, c'était vraiment les zones de conflit où les filles en fait ont des difficultés à s'exprimer ou à faire autre chose, d'autres activités. Oui. Donc j'ai des vidéos et en fait c'était des témoignages vraiment réconfortants. Et comme Nabou l'a dit, moi je pense que la fibre là, c'est comme ça qu'on la crée parce que nous sommes connectés, nous avons accès à l'information. Exactement. Mais il faut aussi tirer celles qui sont vraiment qui n'ont pas accès. Faire en sorte qu'elles aient l'information et surtout essayer de les donner des opportunités pour que la relève soit assurée. Donc ça c'est le projet et comme on t'a dit, comme je t'avais dit, les livres qui arrivent très bientôt. Donc, en parenthèse, ce projet, c'était un projet personnel où il y avait un accompagnement. Bon, c'est pas facile. Okay. Alors, c'est difficile quand on est une nouvelle association d'avoir des fonds et tout. Donc, j'ai eu la chance dans le cadre du YALI, une formation que j'ai faite aux États-Unis. Oui, vous êtes d'ailleurs ancienne boursière du YALI. Donc, j'ai fait 3 mois de formation là-bas. C'est un programme qui consiste à former en tout cas une nouvelle génération de jeunes leaders africains. Créé par Barack Obama. Donc à la fin de ce programme, j'ai eu l'opportunité de faire un stage au sein d'une ONG à New York. Donc en faisant mon stage, j'ai dit à mon superviseur que j'avais une association. Et donc elle m'a un peu challengée. Ils m'ont fait faire un Ignite Talk, j'ai parlé de mon parcours et tout. Donc, elles étaient vraiment à la recherche des jeunes femmes en Afrique, parce qu'elles étaient représentées en Afrique, au Soudan, et pas en Afrique de l'Ouest. Oui. Donc, après, ils m'ont dit, bon d'accord, ça dit, on va te confier un projet, et quand tu vas bien gérer, on verra comment tu peux être notre partenaire sur le long terme. Donc, on a fait ce projet-là, et ils étaient très contents. Et jusqu'à présent, ils continuent de publier les images et tout. Oui. Et on a les autorisations des images, c'est très important. Oui. Donc les parents ont leur autorisation, les enfants aussi. Donc, et après, c'est vraiment cette ONG-là qui vous a accompagné. Qui nous a accompagnés et qui va nous accompagner aussi. D'accord. Nabou, c'est bon comme projet, non? C'est impressionnant ça. C'est magnifique ça, ouais. C'est des beaux projets. Moi, je souris parce que j'aime. Ouais. Et je suis très, très sensible à ça. J'étais au mois de fin novembre à Niamey. J'étais invitée par une ONG qui fait des choses extraordinaires pour les femmes, ONG FAD. Elle fait des trucs incroyables. Et on a commencé en ligne. Elle me dit, écoute, je voudrais que tu me donnes 6 heures de bénévolat pour aider à former les femmes. Toutes ces femmes qui venaient de toutes les régions du Niger, que ce soit de Zinder, de Maradi, de Difa, etc. Et leur donner des outils, parce que ce sont des femmes qui sont candidates aux diverses législatures. Il y avait une femme Tamashek, d'Agadez, enfin de partout. Et finalement, j'ai fini à Niamey pour faire la formation en personne. Et c'était extraordinaire, c'était le même sentiment, parce que tu partages des choses avec des femmes qui ont... De façon directe. Ce sont des femmes qui ont été choisies par leur communauté pour être des leaders, parce qu'elles impactaient déjà. Mais elles avaient besoin d'outils, de prise de parole, d'outils de confiance en elles-mêmes, comment structurer... Ce sont des femmes qui parlent à leur communauté dans leur langue, mais comment structurer ce qu'elles disent de façon à vraiment impacter la communauté. Et de voir toutes ces femmes qui venaient, j'ai formé 150 femmes, et là, l'ONG FAD, qu'est-ce qu'elle fait? Elle permet à des femmes elle est partie chercher les femmes pour dire, et les partis politiques pour dire, il faut qu'on respecte le quota des femmes candidates. Il faut que les femmes se présentent, aller voir les femmes, les forcer à s'inscrire quand les communautés les ont choisies. Non, je ne vais pas me présenter. Et ce n'était pas le fait de gagner, en fait. Mais ce qui est important, c'est qu'elles se présentent. Et ça permet de changer. Et j'ai rencontré des femmes d'une générosité, elles ne sont pas super riches, mais elles sont tellement généreuses, tellement brillantes, et ce sont des vrais leaders de communauté. D'accord. J'ai appris énormément. Donc quand elle parle, ça me rappelle ça, parce qu'il faut sortir. C'est vrai qu'on est dans des salles climatisées, on doit sortir de la salle climatisée, aller sur le terrain. Tout à fait. Aller sur le terrain vers les personnes. Et ça, c'est le vrai travail aujourd'hui qu'il faut faire. D'accord.
On ne peut plus attendre, les gens ne peuvent pas venir toujours vers nous, mais c'est à nous maintenant d'aller vers Il faut initier, il faut aller, il faut oser. oser. Et puis c'est un engagement sincère en fait. C'est un engagement, quand tu veux de la transformation, tu mets les 2 pieds dedans. D'accord. Alors, c'est une question pour vous deux. Parlons des quotas des femmes en Afrique. Quel est votre point de vue? Alors, le point de vue, mais il faut faire ce que l'ONG FAT fait. Il faut dire aux femmes qu'elles peuvent se présenter. Le problème, ce n'est pas les quotas, c'est comment est-ce qu'on amène les femmes à se présenter, à avoir les outils pour se présenter, à savoir comment remplir un dossier pour se présenter. C'est ça le vrai challenge. Et à partir de là, on peut respecter les quotas. Parce que le problème, ce n'est pas les quotas, c'est tout le travail qu'il y a en amont. Vous imaginez des femmes, nous les femmes, pendant des centaines d'années, on nous a dit qu'on ne devait pas diriger. C'est tout un mindset, état d'esprit qu'il faut transformer. Et d'où, c'est là où j'interviens en tant que coach. Je suis coach en développement personnel. Et là, on fait un travail pour révéler le potentiel de ces personnes. Elles se découvrent que finalement, elles ont les outils. Et quand on les forme, moi je les forme, c'est pas pour aller dire des discours en français. Je dis ici, vous pouvez parler en Hausa, vous parlez en Djerma, en Tamashek, parlez dans vos langues. Mais voilà comment il faut faire. Et c'était magnifique. Ils me disent, tu comprends en Hausa? Je dis, je comprends pas, mais quand quelqu'un parle, on sent la passion, oui, on sait. La personne parle avec le cœur et ça se voit tout à l'heure. D'accord. Sadia, à vous? Moi, ce que j'ai à dire par rapport au système du quota, c'est que c'est à double tranchant. D'accord. Les points positifs, c'est que ce qui permet à des femmes militantes d'y avoir accès. Parce que jusqu'à un moment, c'était difficile qu'une femme prétende, pas se présenter, mais prétende se présenter. Donc déjà, grâce au quota, il y a quelque chose qui est là, qui peut dire que voilà, il y a de la place pour nous. Donc l'autre revers, c'est que il ne faut pas du tout tomber dans le système de coûte que coûte, respecter le quota, donc il faut coûte que coûte amener des gens qui vont figurer. C'est pourquoi je dis que nous les femmes, on ne devrait jamais se contenter des postes figuratifs. Il faut que quand on veut se présenter pour quelque chose, que ce soit parce que nous on l'a voulu et que parce qu'on est fait pour le faire. Dernier mot. Écoute, le dernier mot, c'est il faut oser. Il ne faut pas avoir peur de se montrer tel que l'on est, de partager ses messages, de faire partie de sa communauté, pas seulement comme figurant ou figurant, que ce qu'on soit un homme ou une femme. Mais aujourd'hui, l'Afrique, c'est nous. On a un devoir de transformation, on a un devoir d'information, de partage, et on doit prendre la parole. On doit prendre la parole et prendre la parole pour réécrire notre histoire. Et la parole, on ne la prend pas seulement à travers un micro, on peut la prendre différemment. On la prend en formant, en informant, en partageant, en allant voir une personne et montrer quelque chose. Donc aujourd'hui, comme on dit en anglais, now is the time, c'est maintenant le moment de construire ensemble cette Afrique à la tête haute. On ne peut plus dire oui, le gouvernement n'a pas fait, moi je pense qu'il faut arrêter ça. Chacun de nous est un porte-parole, est un acteur, et chacun de nous a une mission à remplir. Et imaginez si chacun balaye devant sa porte à Bamako, comment la ville serait propre. C'est tout simple. Et c'est exactement ça. Imaginez si chacun de nous, on fait une goutte, on aura un océan. Il n'y a pas de petites actions. Je dis toujours, quand on transforme une personne, on impacte à travers cette personne une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de personnes. Donc c'est extrêmement important qu'on soit conscient de nos responsabilités en tant que citoyens, mais aussi en tant qu'Africains. C'est sur ces belles paroles que nous allons refermer les portes du café, mais pas totalement, pour les rouvrir ailleurs avec d'autres invités. Je rappelle pour vous, sur ce plateau, je recevais la grande Nabou Fall. Elle est communicatrice, formatrice, écrivaine, beaucoup de choses à faire. Nabou, merci d'être venue quand même au café, malgré le calendrier très chargé. Merci. Et merci de m'avoir proposé aussi Sadia Touré. Merci. Et Sadia, le café est ouvert pour vous. Venez quand vous voulez. Ok. J'ai été habillé par la créatrice de mode Mariette Diko. Merci à vous. À très bientôt. Pour le mois de Ramadan, découvrez Chaya. Chaya est un thé de première qualité disponible partout au Mali dans les différents points de vente ainsi qu'en grand stock dans le dépôt Chaya.
Chaya vous apporte chaleur et douceur lorsque vous savourez le meilleur des thés. Chaya, la bonne qualité au bon goût. Envie de construire au Mali, mais je suis de la diaspora. Comment faire en toute confiance? Vous désirez acheter une maison ou une parcelle en toute confiance? Vous souhaitez donner votre maison en location en toute confiance? Vous souhaitez louer une maison en toute confiance? Alors, bienvenue à Abba Immobilier, agence spécialisée dans la gestion des biens immobiliers. Abba Immobilier vous offre tout genre de services en termes immobiliers tels que administration des biens immobiliers, location, achat, vente, construction et BTP. Pour plus d'informations, appelez au 79 48 55 54 ou 77 85 41 41. Nous sommes à Bamako, au Golfe, non loin du restaurant Papito, sur l'axe des sapeurs-pompiers. Abba Immobilier, l'immobilier avec confiance et compétence.